Amandine Ducrevon et son officier. Première partie. Emma. La résistance s'organise. Juillet-août 1941. Ma carrière comme infirmière diplômée commence cet été 1941 avec mon affectation dans le service de chirurgie du docteur Petit, Salpêquet. J'y avais déjà effectué un stage et je suis ravie d'y revenir. Je retrouve rapidement mes marques. Ma vie se passe surtout à l'hôpital. Toutefois, je ne reste pas cloîtrée chez moi lorsque je ne travaille pas. Très épisodiquement, c'est avec Thérèse que je m'autorise une sortie qui se termine chez elle ou chez moi par un repas en tête-à-tête. Elle travaille comme moi à l'hospice général, mais dans le service de chirurgie infantile du docteur Dessein, dans la salle Lémery. Je vois très peu Suzanne qui vit son grand amour avec Manfred, qui reste apparemment encore en poste à Rouen pour un moment, eu égard à son poste de médecin au Lazaret, qui est devenu l'Hôtel-Dieu. Juillet 1941 voit le retour des anciens poilus qui étaient prisonniers en Allemagne. Un geste généreux d'Adolphe. En réalité, je suis persuadée que ce n'est pas par grandeur d'âme qu'il a ordonné ces libérations. Il a en revanche gardé les classes plus jeunes, qui constituent une force vive de travail beaucoup plus intéressante. Le 14 juillet, je constate avec plaisir que beaucoup de Rouennais arborent des cocardes bleu-blanc-rouge que la police leur demande d'enlever. Comme d'autres femmes, je porte ces couleurs par le biais de mes vêtements, robe rouge à pois blancs sans manches et béret bleu marine. Et je ne suis pas la seule à avoir eu cette idée. Des V ont été tracés sur de nombreux murs, sur la recommandation de la radio anglaise. À la suite de ces manifestations, les autorités d'occupation décrètent le 20 juillet journée des V allemands. Mais la fête d'automne est un peu gâchée par un raid britannique qui largue quelques bombes de petit calibre dans la nuit, sans qu'aucune alerte n'ait signalé l'arrivée des avions. Heureusement, seuls 2 de ces engins éclatent, n'occasionnant que des dégâts matériels. Dans les semaines qui suivent, les difficultés que les Boches rencontrent en Russie redonnent un regain d'espoir à tout le monde. L'inauguration du nouveau pont Boieldieu par le major Werner von Bartenwerfer, commandant de la Feldkommandantur, redonne encore plus de baume au cœur. Il va remplacer début octobre les ponts de bateaux incommodes, tant pour les usagers que pour la navigation. Pour le moment, la situation à Rouen est plutôt calme, ce qui n'est pas le cas du Havre, fréquemment bombardé par la RAF. Comme l'a dit Raoul Boulanger, les choses bougent. J'ai fait la connaissance d'une infirmière qui travaille à la maison religieuse d'Ernemont, transformée en hôpital militaire. Les soldats blessés soignés à l'hospice général y sont transférés pour leur convalescence. Par hasard, j'ai découvert qu'elle faisait passer des vêtements civils masculins destinés aux soldats qui veulent s'évader, notamment les aviateurs britanniques. Peu de temps après, alors qu'un orage vient d'éclater, j'attends sous un porche, avec mon filet de course, que l'averse se calme. Un homme, à peu près de mon âge, vient se mettre à l'abri au même endroit. Son visage m'évoque quelque chose. Je l'ai déjà croisé. Peut-être avec Thérèse et Suzanne lorsque nous allons prendre un verre ensemble. Il trimballe un cartable en cuir qu'il dépose entre ses pieds et allume une cigarette. À tous les coups, il va essayer de m'aborder, pensais-je, prête à l'envoyer sur les roses. « Bonjour, mademoiselle. Je vous ai déjà croisé. Au café Victor, il me semble. Vous étiez avec 2 amies, dont l'une avec un officier allemand. Vous n'aviez pas l'air emballé d'ailleurs. Bingo. J'étais sûre qu'il allait essayer de me faire du rentre-dedans. J'ai bien aimé votre façon adroite de faire comprendre à l'officier allemand que le compagnon de votre ami vous a imposé que vous ne souhaitiez pas faire plus ample connaissance. »« C'est un compliment, demandai-je. »« Plus ou moins. Je vous ai trouvée très prudente dans vos propos, mais nullement impressionnée par votre interlocuteur. »« Je dis ce que je pense en général, précisai-je, tout en y mettant les formes. Je n'aime pas les Allemands, et je leur fais comprendre sans les mettre en rogne. Patriote et diplomate, à ce que j'ai vu. » Je le fixe dans les yeux, méfiante. Que me veut-il à la fin ? « Roland m'a parlé de toi, dit-il brusquement, passant sans transition du vouvoiement au tutoiement. Rolande, l'infirmière qui assure le transfert des blessés en convalescence. Intriguée,
Je hausse un sourcil, la tête légèrement penchée sur le côté. Elle pense que tu serais une excellente recrue comme helper. C'est donc ainsi qu'on appelle apparemment ceux qui aident les aviateurs ou les prisonniers à s'évader. Ce type fait donc partie d'un groupe de résistance. Mon rythme cardiaque accélère et je le scrute la bouche entr'ouverte, doutant d'avoir bien compris ses propos. Aurais-je enfin l'occasion de m'engager pour mes valeurs, pour mon pays? Mais n'est-ce pas un piège? Puis-je avoir des explications? Je ne vous connais même pas. Ni une ni deux, il me tend la main avec un sourire chaleureux qui me rassure, sans que je comprenne exactement pourquoi. Je me fie à mon instinct qui me trompe rarement, et j'espère vraiment pouvoir répondre à l'appel du 18 juin, même si plus d'un an s'est déjà écoulé. Mieux vaut tard que jamais. Félix Carpentier. Enchanté de faire ta connaissance, Emma. C'est ainsi que je me suis investie dans cette filière d'évasion qu'est la maison d'Ernemont, les religieuses étant bien entendu complices. Nous sommes plusieurs à œuvrer dans ce sens. Lors de quelques jours de congé, je rentre chez mes parents. Ma mère m'apprend que la troupe de Raoul prépare une représentation et que les comédiens sont en répétition ce mardi 27 août. « Tu devrais y aller, chérie, s'exclame-t-elle. Ça te changerait les idées. Il répète une pièce dans laquelle tu avais joué un petit rôle en 1937. Ah oui, laquelle? Feu la mère de Madame de Feydeau. Je me rappelle, je jouais le rôle de la bonne. Tu as raison. Je vais aller y faire un tour. J'enfourche mon vélo pour aller jusqu'à la scierie. À la sortie du bourg, après l'embranchement avec la route du Catillon, c'est en danseuse que je parcours la grimpette qui me mène à la Boulotière. Je retrouve avec plaisir le paysage verdoyant et vallonné, avec ses prairies à perte de vue et ses bosquets. Tout est d'autant plus vert qu'il a plu ces derniers jours. Et aujourd'hui, le temps est plutôt orageux. La partie qui traverse la forêt m'offre un répit avec quelques replats. Après la forêt, au bout d'un quart d'heure à pédaler, les 3 maisons qui composent le hameau et la scierie apparaissent. En face, le château a été réquisitionné par l'occupant et abrite l'état-major allemand des transmissions régionales. Les sentinelles veillent au dehors, marchant de long en large d'un air monotone. Mon arrivée semble le réveiller. La première personne que je vois est Pascaline, la mère de Raoul et Henri. « Tiens, c'est toi, Emma. Je vois que ta mère t'a prévenue pour la répétition. Manifestement, ton arrivée a fait de l'effet sur les cheleux qui montent la garde devant le château, vu les sifflements admiratifs que j'ai entendus, m'assène-t-elle avec un sourire entendu. Si ça les amuse, fais-je en haussant les épaules. Entre, ma belle. La troupe est à l'intérieur. Je pénètre dans la maison. Raoul, Henri et des personnes que je ne connais pas sont installés autour de la table. Lucienne et Augustine s'affairent au fourneau, sans doute pour préparer un dîner pour les comédiens. Enfin, tous ne sont peut-être pas des comédiens, car, si je me souviens, il n'y a que 4 rôles dans la pièce de Feydeau qu'ils sont censés répéter. Raoul me voit arriver avec un grand sourire. « Salut Emma, tu arrives à point nommé. Je crois que tu peux nous sauver la vie. »« Bonjour Raoul. Bonjour tout le monde. » saluai-je à la cantonade. « En quoi puis-je vous sauver la vie ?» Marthe, qui devait jouer le rôle d'Annette, ne peut pas venir et la représentation est samedi soir. Nous n'avons personne pour la remplacer. Tu as déjà joué le personnage il y a quelques années, si mes souvenirs sont bons. En effet, mais je ne suis pas sûre de me rappeler toutes les répliques. Elles sont très courtes pour la plupart. Je suis certain que tu peux y arriver. La question est, es-tu disponible samedi? Tu as de la chance, je reprends le boulot lundi. Raoul semble soulagé. Selon lui, d'ici samedi, j'ai le temps d'être au point pour la représentation. J'accepte le défi. Maman a raison, ça va me changer les idées. Je participe donc à la répétition avec le texte dans les mains. Il est vrai que les répliques ne sont pas difficiles à retenir. Et je dois les faire le plus souvent sur un ton ensommeillé ou en bâillant. Mais il faut savoir à quel moment les décocher. En outre, je dois prendre l'accent alsacien. Nul doute que pour ça, je serai meilleure qu'en 1937, tant l'accent germanique, dont la langue alsacienne est proche, nous est devenu familier. Sur ce coup-là, je devrais frôler la perfection. Raoul me remet le texte. Mes répliques, mises bout à bout, tiennent sur une demi-page.
On, madame, oui, madame, non, madame. Ah, bien, madame. Je sais pas, madame. Ah, c'est pour ça qu'on m'a fait lever. Oui, monsieur. Hein, encore? Faut pas encore autre chose pendant qu'on est là? Aussi, si monsieur n'était pas allé faire le polichinelle dehors. Oh, moi, je dis ça. Oh, ça cheveux bien. Ah, si, ah, on, hein? Encore? Oh non, j'en ai assez, moi. Madame me paiera mon livre. Je veux m'en aller. Je veux pas grever à la peine. Oh, mais on me paiera mon livre. Oh, c'est qu'elle là. Madame, madame, Montier. Montier. Oh, monsieur. Ah, Gott. Liebe Gott. Voilà, monsieur. C'est la salière. C'est monsieur qui m'a demandé ticelle. Est-ce que je sais, moi? Je suis pas médecin. Ah, Gott. Oh, ça vous grève le cœur. Oui, madame. Oui, monsieur. Mais je fais mon service, monsieur. Chapi, madame, monsieur. Monsieur a besoin de moi? Bientôt. Si monsieur a besoin de moi. Maintenant. C'est quand? Je fais mettre une chip. Je peux pas aller comme ça en chipon. C'est pas correct. Je n'ai pas de va te faire pouf. Ah, c'est égal. C'est pas correct. De quoi qu'est-ce que je vais avoir l'air? T'es une femme touteuse? Comme une crue? Voilà, c'est fait. Je les ai mis à la poste. Ben oui, puisque monsieur... Comment? Mais c'est monsieur qui m'a dit, libre Gott, ils sont fous. Mais c'est vrai. Ah, que je suis gondante. Mais oui, madame. En révisant les répliques dans le texte intégral, je prends vite mes repères. Je reviens répéter avec Raoul le jeudi et le vendredi en fin d'après-midi. Henri et Lucienne interprètent les deux autres rôles en lisant le texte. Nous en profitons aussi pour discuter de la situation actuelle. J'évoque ma participation à la filière d'évasion des aviateurs anglais et de certains Français. C'est là que Raoul me révèle l'existence du souterrain sous leur demeure, creusé en partant d'un placard de cuisine. Au départ, il s'agissait d'un boyau foré pour constituer une cache et une issue de secours pour Raoul lorsqu'il était rentré chez lui après maintes péripéties avant sa démobilisation officielle. Mais aujourd'hui, leur ambition est plus grande. Agrandir le passage, le relier à la buanderie et à la marnière toute proche, et aménager des pièces destinées à héberger des habitants. Et leur labyrinthe est en train de prendre forme. Je suis épatée par leur courage et leur astuce, surtout en étant juste en face du château qui héberge des boches. Au fil des nuits, avec l'aide de neveux, cousins et amis, ils organisent leurs planques, piochant, creusant, étayant, ajoutant une porte secrète sur le flanc du puits, utilisant du son comme isolant phonique pour toutes les issues. Les gravats sont évacués la nuit dans la marnière et au petit matin recouverts de sûre. Leur labyrinthe secret s'agence à la barbe des Fritz qui ne soupçonne pas du tout les activités de ce brave monsieur Boulanger. Raoul me raconte hilar comment par 2 fois il a fait prendre feu à un camion de munitions qui s'était arrêté au tabac du village. J'ai joué de mon tube mystérieux, me dit-il malicieux. Le camion a sauté pendant la traversée des bois de riz pour le premier et dans ceux de Saint-Denis pour le second. Un tube mystérieux? C'est-à-dire? Interrogeai-je curieuse. C'est simple. Il faut juste un tube de pierre à briquet, dans le fond duquel tu verses un peu de poudre faite avec du soufre, du charbon de bois et du chlorate, recouverte d'un bouchon pas plus gros qu'un filtre de cigarette, bien pressé contre la poudre. Tu ajoutes un peu d'acide sulfurique ensuite et un bouchon hermétique pour fermer le tout. Ensuite, il suffit de lâcher ce gadget dans le réservoir du camion. C'est en effet assez simple et astucieux, mais encore faut-il avoir tous les ingrédients. Ceci dit, il est facile de les trouver. Et le camion prend feu aussitôt? Demandai-je sceptique. Non, ce n'est que lorsque l'acide a désintégré le bouchon que les vapeurs d'essence font exploser le tube et le reste. Ça fait un beau feu d'artifice à peu de frais. Tu n'as rien de plus simple à réaliser? Si, bien sûr. Par exemple, j'ai versé un mélange d'argile et de crottin, c'est ce qu'on appelle la potée d'Emery,
dans les bidons d'huile réservés au grand garage allemand du parc automobile du Héron. Si cette huile trafiquée est versée dans le réservoir d'huile moteur d'un véhicule, tu peux être sûr qu'au bout d'un moment, il va tomber en panne. Et pour un bon moment. Et le sucre dans le réservoir d'essence ? Je vois que tu t'es renseigné, me rétorque-t-il. Il m'explique alors que le sucre peut cristalliser et former un résidu collant qui peut obstruer les conduites de carburant, les injecteurs et d'autres composants importants du moteur, ce qui peut entraîner une diminution du rendement et, à terme, des dommages au moteur. Je ne cherche pas à saboter le matériel des Bosch, mais je garde ces renseignements dans un coin de ma tête. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir que je pourrais toujours mettre Raoul en relation avec notre chef de réseau, s'il est d'accord, pour cacher nos évadés, le temps de les exfiltrer. Les boulangers sont rusés et sur leur garde. En juin, un cadavre a été trouvé dans un sous-bois de la forêt de Saint-Denis. L'homme a été tué par une seule balle de fusil de guerre. L'inspecteur Georges Derville, chargé de l'enquête, est vite fixé au vu des constats, photos, interrogatoires et auditions. La victime était inflexible et impitoyable envers les braconniers locaux, mais servile et obséquieuse à l'égard des officiers allemands qu'il guidait et conseillait lors de leur sortie en forêt. Pour l'inspecteur, la conclusion est « crime dû à la vengeance d'un braconnier ». Néanmoins, une personne bien intentionnée lui suggère de diriger ses recherches vers la Syrie des frères Boulanger, qui seraient des terroristes. D'Eterville n'a pas le choix. Il doit convoquer les intéressés et leur audition le convainc que les boulangers sont des patriotes qui connaissent tout de l'affaire, mais ils ne parleront jamais. L'inspecteur lui-même, résistant engagé, les a bien jaugés. Dès lors, il laisse un de ses collègues s'occuper du rapport et raccompagne les frères Boulanger en leur indiquant que l'enquête risque d'être poursuivie par les autorités d'occupation. Raoul me relate que le ton de l'inspecteur lui a laissé entendre d'être sur ses gardes avant de lui tendre la main pour une poignée de main franche. J'ai compris à ce moment qu'il était de notre bord, me confie-t-il. Et en effet, le rapport a conclu à un crime de braconnier dont l'auteur restait inconnu du fait de l'absence d'indices et de renseignements suffisants. « Affaire classée, donc ?» demandai-je. « Oh que non !» réagit Raoul. L'inspecteur Ali, qui est au service des nazis, n'a pas été convaincu, et d'Eterville a débarqué un soir en vélo en pleine nuit pour nous avertir que les Allemands allaient arriver. Et en effet, le lendemain matin, des forces importantes de la Feldgendarmerie cernaient les bois de Saint-Denis et la Gestapo, dirigée par Ali, a commencé à enquêter. J'observe Raoul, le front plissé. Ils n'ont rien trouvé, me rassure-t-il. Ils sont repartis la queue entre les jambes. Il se frotte les mains, fier de son travail et de celui des siens. Il ajoute que cependant, il ne doit pas relâcher sa vigilance. Ali a la réputation de ne jamais abandonner. Raoul me confirme qu'il me le fera savoir lorsqu'il aura un contact avec un réseau fiable pour exfiltrer des fuyards, car lui se spécialise dans le sabotage et les parachutages. Le samedi, je joue le rôle d'Annette dans Feu, la mère de Madame de Feydeau, sans problème. Mon accent alsacien est plus vrai que nature, grâce à Manfred Fischer, et bien d'autres. J'ai adoré remonter sur les planches. Novembre-décembre 1941. L'été passé, les restrictions sont de plus en plus sévères et les sabotages se multiplient. Le 11 novembre est l'occasion de montrer aux Allemands que nous n'avons pas l'intention de nous laisser faire. Des tracts, sertis de bleu-blanc-rouge, fleurissent partout dans Rouen, et beaucoup de monde se presse devant le monument aux morts de la place Foch, en l'absence de cérémonie officielle. Les bals sont interdits depuis belle lurette, mais pas les cours de danse. Thérèse et moi, nous sommes inscrites à l'un de ces cours. Nous pourrions aller danser au Lutétia avec Suzanne, mais celui-ci est réservé aux officiers allemands et je n'ai pas envie de réitérer l'expérience de juin. Les cours de danse sont l'occasion de rencontrer des jeunes de notre âge. Toutefois, le préfet a pris un arrêté limitant le nombre de couples à ces cours et n'autorisant qu'un simple piano ou un phonographe pour la musique. C'est mieux que rien. Ces dancings déguisés nous apportent un peu de gaieté. Ils me donnent l'illusion de mener la vie d'une fille de mon âge et me permettent de ne pas éveiller la méfiance de Thérèse, qui ignore toujours tout de mes activités secrètes en passant régulièrement du temps avec elle. Le mois de décembre apporte la nouvelle de l'entrée en guerre des États-Unis. Mais c'est aussi le mois où plusieurs officiers allemands sont visés par la résistance.
Résultat, les sanctions pleuvent. Interdiction de rouler à bicyclette la nuit, couvre-feu à 19h, perquisition chez les membres de partis politiques suspects, et comme si les Boches ne nous avaient pas déjà tout pris, Pétain décrète d'envoyer à la fonte nombre de statues qui ornent divers endroits de la ville pour, soi-disant, assurer la bonne marche de l'industrie française. La statue de l'auteur de Madame Bovary, dont j'ai hérité du prénom, et qui se trouvait rue Thiers, est la première à être déboulonnée. Maupassant, Armand Carrel, Verhaeren et bien d'autres suivent le même chemin, comme les jolies statuettes du jardin de l'hôtel de ville. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'au Havre, les statues ont été simplement camouflées. Les statues de Corneille et Boieldieu ont été épargnées pour l'instant, comme celle de Napoléon que les Boches n'ont pas osé toucher. Mai 1942. 1942 voit le nombre d'attentats contre les Allemands et les sabotages se multiplier, non sans conséquence sur la population, avec les menaces d'exécution ou de déportation d'otages, en priorité des Juifs et des communistes, mais aussi parfois de citoyens lambda de toute la région rouennaise. Lors des attentats, les Boches se font généralement tirer dessus, mais régulièrement certains se noient dans la Seine, et je suis Baudor qu'ils n'y sont pas tous tombés seuls. Ce mois de mai 1942 va marquer ma mémoire. Le 6 mai, dans la nuit, un branle-bas de combat dans la rue me réveille. Alerté, je me lève précipitamment et cours à la fenêtre. Une voiture et un camion sont stationnés dans la rue. La Gestapo. Et les hommes se dirigent vers la porte cochère de mon immeuble. J'entends le bruit de pas de plusieurs personnes dans l'escalier. Tous s'arrêtent sur mon palier. Je reste figé sur place. Je m'attends à tout moment à entendre cogner à ma porte ou à la voir enfoncée. Mais si les bruits et les vociférations restent au niveau de mon palier, ce n'est pas à ma porte que les monstres frappent, mais à celle de mes voisins. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. J'ai compris. Mes voisins, les Isaacs, sont juifs. C'est pour eux qu'ils sont venus, pas pour moi. Je reste tétanisée derrière ma porte, à écouter tous les cris, les hurlements, les pleurs, et je suis impuissante. Puis soudain tout s'arrête. Je cours à la fenêtre. Ils ont emmené Simon et son père. Personne d'autre. Les véhicules de mauvais augure repartent. Je m'habille en 4e vitesse et je me précipite dans l'appartement d'en face. La porte est restée grande ouverte. Madame Isaac et sa fille Gabrielle, âgée de 13 ans, sont blotties l'une contre l'autre. « Rachel, que s'est-il passé ?» Je réalise que ma question est complètement idiote. Je viens de voir ce qui s'est passé. Elle relève la tête, encore secouée de hoquet. Ils ont emmené David et Simon. Ils t'ont dit où ils les emmènent ? Ils ont parlé de camp de travail, parvient-elle à me dire, entre deux sanglots. En camp de travail ? Mais Simon n'a que 17 ans, m'exclamai-je. Les larmes coulent, intarissables, sur son visage. Gabrielle est elle aussi inconsolable. Vous ne devriez pas rester ici, leur dis-je. Avez-vous de la famille, quelque part en zone libre ou mieux, à l'étranger, dans un pays non occupé ? Ma sœur et son mari sont partis aux États-Unis, et je ne veux pas partir. Comment mon mari et mon fils nous retrouveront-ils quand ils reviendront ? Réfléchis-y, Rachel. Je crains que les choses se compliquent encore pour tous les Juifs. Je peux t'aider, te mettre en relation avec une filière. Tu sais où me trouver. Le 20 mai, le port de l'étoile jaune devient obligatoire pour les Juifs. Beaucoup tentent de fuir la France, mais il est évident que tous n'en auront pas la possibilité, ou simplement l'envie. Notre filière ne va pas chômer. C'est le cœur lourd que je pars au travail ce matin-là. Je passe les voir presque tous les jours et leur amène des légumes et des œufs lorsque je vais chez mes parents. Bientôt, tout est interdit aux Israélites. Accès aux cafés, restaurants, salons de thé, théâtre, cinéma, concerts, cabines téléphoniques, marchés et foires, piscines, musées, bibliothèques, expositions, sports, parcs, associations. J'exprime mon mécontentement alors que je suis en train de prendre un verre avec Thérèse en terrasse. Qu'ont-ils fait pour mériter ça ? Ont-ils le droit de respirer seulement ? Je suis rouge de colère, et Thérèse me fait signe de me taire. J'inspire profondément et tente de me calmer, mais je bouillonne intérieurement. Bientôt, je vais avoir d'autres préoccupations. Été 1942. Le 17 août, les Alliés bombardent copieusement Rouen et Sotteville.
Proche de l'hospice, le Boulingrin, la rue du Faubourg Martinville, le quartier Saint-Paul sont particulièrement touchés. Une soixantaine de blessés nous sont amenés à l'hospice général. Les quelques 50 morts sont mis en bière à l'hospice puis transportés dans la salle d'entrée du musée de peinture, transformée en chambre ardente. Le samedi 5 septembre, rebelote en fin de matinée. L'hospice général est touché, ainsi que ses environnements immédiats, tels la rue La Mauve et la rue Audrebec. Cette fois, ce sont 80 morts qui sont recensés et amenés à la morgue de l'hospice vers 12h30. Monsieur Forestier assure l'accueil des proches et seconde le docteur Nouel, le médecin légiste. Jusqu'à 21h, les ambulances amènent les blessés. Nous sommes tous sur le pont pour accueillir ces 150 malheureux autour desquels nous nous activons avec les docteurs Ney, Petit, Cerné et Joanneau. Tous ne peuvent être soignés à l'hospice général, et certains sont dirigés sur les cliniques Saint-Hilaire, Petit, de la Rochefoucauld et de la Compassion. Ce jour-là, nous avons frôlé la catastrophe. Une bombe est tombée dans l'escalier menant au service Le Gouy, Pouchet et La Martinière, débordant de patients. Heureusement, cette bombe d'environ 250 kilos s'est amortie dans une réserve de matelas sans exploser. Si elle l'avait fait, elle aurait provoqué une énorme hécatombe, car outre les nombreux blessés du 17 août et du 5 septembre, nous avions aussi reçu des blessés civils de l'opération Jubilé, du 19 août à Dieppe, et du bombardement des chantiers navals du Tré le 24 août. Inutile de dire que dans la salle Péquet, avec sœur Saint-Gabriel, nous n'avons pas chômé. Les quelques 600 malheureux soldats canadiens blessés lors du débarquement de Dieppe ont été pris en charge à l'Hôtel-Dieu. Les Boches jubilent après l'échec de ce raid, où ils déplorent peu de blessés. Les Canadiens sont soignés par les médecins et les infirmières allemands, avec un renfort de Fräulein. Les sœurs Augustines, confinées dans le lazaret, ont été exceptionnellement autorisées à effectuer des soins pendant quelques jours, avec les Schwestern débordés. Ces informations, je les obtiens grâce à Suzanne, à laquelle, pour une fois, j'ai rendu visite, afin de savoir ce qu'il en était des pauvres Canadiens. Elle-même les tient de Manfred. Les bombardements vont s'espacer, mais continuent comme en décembre, où le quartier de l'avenue de Caen et Sotteville sont touchés. Mais entre-temps, une nouvelle rafle a lieu dans la nuit du 9 au 10 octobre 1942, visant cette fois des familles juives étrangères. Je reviens à la charge auprès de Rachel. Il faut que vous partiez. Pense à Gabriel. Cette fois, ce sont des familles entières qu'ils ont emmenées. Que feraient des enfants en camp de travail? Ce n'est pas logique. Pour aller où, Emma? Je me suis renseignée, tu sais. Les États-Unis n'accordent pratiquement plus de visas. Ils ont atteint leur quota, paraît-il. Et de toute façon, depuis août, le gouvernement de Vichy annule les visas de sortie pour les Juifs. Et à part ma sœur, je n'ai personne. Tu pourrais te cacher tout en restant en France. Le mieux serait de partir au moins dans le sud de la France, dans les zones occupées par les Italiens. Tu crois? Me demande-t-elle dubitative. Les forces italiennes protègent les Juifs dans les zones qu'ils occupent aussi bien contre les mesures allemandes que contre celles du gouvernement français. Je te l'ai dit, je peux te mettre en relation avec une filière. Ils te fourniront des faux papiers, y compris des certificats de baptême. Si tu as des photos d'identité, je suis preneuse. Un conseil, prépare un bagage pour toi et Gabriel, le strict minimum, inclus des vêtements chauds pour l'hiver, de manière à être prête à tout moment. Fais-le. Finalement, Rachel s'est décidée. Elle et Gabriel sont partis le 5 novembre, direction Nice, pour travailler dans un pensionnat catholique, où elles seront logées toutes les deux, Gabriel y poursuivant sa scolarité. Pendant 2 semaines, je leur ai inculqué les connaissances nécessaires, prières incluses, afin qu'elles puissent passer pour de bonnes catholiques. 6 jours plus tard, la zone libre est occupée par les Allemands. C'était une bonne idée de choisir une zone occupée par les Italiens. Janvier-février 1943. Le 15 janvier, une nouvelle rafle a lieu. Rien n'a transpiré. Jean Spar, directeur du cabinet du préfet régional qui a reçu les instructions du SS Hauptsturmführer Anton Dauber, commandant de la SIPO-SD de Rouen depuis le 1er janvier, a fait confectionner sans délai les mandats d'amener et a enfermé jusqu'au soir les employés des affaires juives de la préfecture pour éviter les fuites. Imparable, puisque les Juifs sont obligés de rester chez eux de 20h à 6h. La quasi-totalité des Juifs restants du département, soit 155,
ont été arrêtés et déportés sans distinction d'âge. Seule une dizaine n'a pas été retrouvée, dont Rachel et Gabriel. La chute de Stalingrad en février ne va rien arranger. Les Allemands renforcent la pression. Le bronze des statues parti à la fonte n'a pas suffi. Un nouvel impôt payable en cuivre est institué, et une nouvelle sorte de rafle a lieu, celle des casseroles, des boutons de porte et des pommes d'escalier. Quand une maison s'écroule sous les bombardements, le cuivre est récupéré. Mais les Boches n'ont pas eu les plaques en laiton qui renforçaient les portes de la gare rive droite. Le chef de gare les a fait démonter et les a cachées, tout en assurant qu'elles ont été livrées. Mais l'événement le plus important est la mise en place du STO, le 16 février. Des tas de jeunes pour y échapper vont entrer en résistance et rejoindre le maquis. Et les sabotages vont se multiplier grâce au parachutage des Alliés, qui poursuivent leurs bombardements sur les voies ferrées, gares de triage et d'autres sites stratégiques, non sans toucher des habitations et des monuments. À tel point que 2000 enfants sont évacués, à l'abri des bombes, en Eure-et-Loire. La FLAC abat de nombreux avions et de nombreux aviateurs ayant pu sauter en parachute sont récupérés par les helpers. Évidemment, les résistants sont la cible des services antiterroristes de l'occupant et ceux qui sont arrêtés sont torturés, avant d'être exécutés ou déportés. Beaucoup d'actes de sabotage ont comme conséquence l'arrestation d'otages innocents, en référence au décret du commandant des troupes d'occupation, Otto von Stülpnagel, de septembre 1941, le Code des otages, qui tente ainsi d'intimider et de paralyser les résistants, notamment les communistes, et ce, avec l'aide de la police française. Ça a été le cas en octobre 1941, avec l'arrestation des militants communistes qui ont été appelés le groupe des brûlots, après le déraillement d'un train de troupes et de matériel sur la ligne Rouen-Le Havre, entre les gares de Malonnet et de Pavilly. Ils ont été regroupés à la caserne Atry avant d'être emmenés à Compiègne et sans doute déportés ensuite, voire fusillés. Printemps 1943. Si les services allemands arrêtent, déportent, exécutent, la milice et les fascistes français du PPF sont aussi de bons pourvoyeurs pour les prisons nazies et les camps de concentration. Les attaques de ces derniers contre Monseigneur Petit de Juleville, archevêque de Rouen, font beaucoup réagir les religieuses que je côtoie quotidiennement à l'hospice général. Les discussions vont bon train avec sœur Saint-Gabriel. Vous vous rendez compte, Emma, que les SS et la Gestapo menacent d'arrêter Monseigneur parce qu'il ne s'est pas élevé contre les bombardements anglais ? Oui, ma sœur. Et il a aussi refusé qu'une messe soit célébrée à la mémoire des soldats français de la LVF, tombés sur le front russe, tout comme il a refusé d'insérer une lettre concernant les Juifs dans le bulletin religieux. Encore heureux, s'écrie-t-elle énervée. Je suis d'accord avec vous. Monseigneur a eu raison de refuser ce genre de choses. Ils n'oseront pas, ma sœur, tentai-je de la rassurer. La fête commandant de Tours va y mettre son grain de sel. En réalité, j'en suis pas très sûre. Autant le major von Bartenwerfer n'était pas un nazi convaincu, ce qui lui a valu sa mutation à Chartres, suite à l'intervention des fascistes du PPF, autant je n'accorde aucune confiance au colonel von Zitzewitz, qui l'a remplacé. Heureusement, il paraît que ce dernier est incapable de prendre une décision et qu'il se décharge sur son second, le major Breuer, un ancien attaché à l'ambassade de France à Paris, et la rumeur prétend que le lieutenant Rasch de la Schutzstaffel et Müller de la Gestapo respectent le major. J'ai confiance en monsieur le maire, ma sœur. Il saura trouver des arguments. Et si jamais les Allemands tiennent compte des ragots qui prétendent que l'archevêché est un centre de réunion gaulliste, s'inquiète sœur Saint-Gabriel. Je doute qu'ils aient des preuves corroborant ces dénonciations françaises de surcroît. Breuer est intelligent, il ne voudra pas donner de publicité à tout ça, et von Zitzewitz le suivra. Ce n'est peut-être pas très catholique, sœur Saint-Gabriel, mais je suis prête à le parier. Dieu vous entende, mon enfant, réplique-t-elle avec un sourire. Dieu m'a effectivement entendu, moi qui ne suis pas particulièrement pratiquante. Mais ensuite, M. Poisson, le maire, a démissionné, trop sympathisant des gaullistes, tout en maintenant la discussion avec les Allemands.